Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1078 de One Piece, un chapitre vraiment très cool. On va parler de tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, ça me ferait super plaisir. En plus de ça, ici on est des gros fans de One Piece et vous êtes pas mal à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à activer les notifications et à vous abonner. Et dites-moi en commentaire, bien sûr, comme d'habitude, votre avis sur le chapitre, mettez une note sur 10, mettez vos théories, je vous dis c'est parti, let's go. Bon, on commence directement le chapitre avec Stossé qui va contacter Sentomaru avec son Denden Mushi et qui va lui expliquer la situation, le fait que la marine est en train d'arriver et aussi le tonton Kizaru et le fait que le CP0 a reçu l'ordre d'éliminer Vegapunk. Et là effectivement on est sur un incident considéré pire que Ohara pour deux raisons. Première raison, bah oui, Vegapunk a fait des recherches sur le siècle oublié, donc ça c'est exactement comme Ohara, mais surtout la différence entre Ohara et ce qu'il y a sur Egghead, c'est que voilà, Vegapunk a les moyens de riposter, a les moyens de se battre, là où à Ohara ils n'avaient pas du tout les moyens, donc c'était beaucoup plus simple, il n'y avait pas besoin de combattre, tu envoyais un Buster Call et c'était fini, alors que là on parle quand même de Vegapunk qui peut riposter, sans parler en plus de Luffy, un empereur qui est là. Donc ils savent pas encore de quoi est capable Vegapunk, donc voilà, ils y vont avec précaution et tout, donc oui effectivement c'est plus dangereux que Ohara. Bon en tout cas voilà, du coup Sentomaru est au courant de la situation, en gros il va dire à tous les gens qui sont sur Egghead de se barrer au plus vite, de partir au plus vite, parce que oui la marine arrive et forcément vu qu'ils étaient du côté de Vegapunk, et la marine risque de s'en prendre à eux aussi, donc Sentomaru va leur dire de partir. Bon maintenant on va passer du côté de S-Snake, le Séraphin Boa avec Usopp, Franky ainsi que Lilith et surtout Pythagore. Bon alors déjà Franky, faut savoir que seule la moitié de son corps du coup a été pétrifié, donc il y a encore sa partie gauche qui peut bouger, il peut encore parler, il va d'ailleurs demander à S-Snake d'arrêter tout ça et même d'annuler tout ça. Bon bien sûr voilà, elle ne va pas écouter, elle ne va pas obéir, c'est vrai que j'aime beaucoup vraiment les designs des Séraphins encore une fois, mais là où c'est intéressant c'est qu'on a Pythagore qui va arriver, Pythagoras qui va arriver et qui va lui demander justement qui est le traître qui en gros lui a donné cet ordre là, sauf qu'elle ne répondra pas et pire elle va piétiner Pythagoras et en plus grosse explosion, donc on peut supposer que Pythagoras est potentiellement mort. Et après l'explosion t'as Franky qui est en mode attends un peu et tout, et effectivement là ils sont très mal. Bon Franky c'est une question de temps avant qu'il se fasse aussi pétrifier entièrement, parce que de toute façon bah il est tout seul, qu'est-ce qu'il fera à moitié pétrifié contre un Séraphin? Rien du tout. Maintenant on va passer du côté de Robin. Bon eux ils affrontent pas les Séraphins, bon forcément ils s'inquiètent un petit peu pour Nami parce qu'elle a gueulé, je rappelle, elle a crié parce qu'elle était en danger. Bon voilà, encore une fois Robin l'a dit, de toute façon si Nami a crié, il y a quelqu'un qui viendra pour l'aider, bien sûr Sanji comme d'habitude, mais ce qui inquiète plutôt Robin c'est que tout le monde est en train d'affronter les Séraphins, donc le problème c'est qu'il y a personne pour protéger le vrai Vegapunk. Déjà ils ne savent pas où il est, mais en plus de ça il y a personne pour s'occuper de lui et le protéger pendant que justement les Séraphins attaquent partout et que le traître est en liberté. Du coup Atlas va parler d'un laboratoire qui à l'époque était fermé et tout, et du coup ils peuvent y aller maintenant. Bon en tout cas Robin va suivre Atlas. Pour revenir du côté de Nami, on a plusieurs choses. Premièrement déjà Nami porte Edison dans ses bras qui est dans un sale état, et en plus de ça on a Franky qui du coup va sortir l'âme de son corps pour partir à la recherche de Vegapunk. Et voilà, c'est beaucoup plus simple effectivement de partir avec son âme que de partir avec son corps, d'autant plus qu'il pourrait rencontrer pas mal d'ennemis. Donc effectivement c'est une bonne idée pour essayer de le retrouver, il peut passer à travers les murs et tout, c'est un fantôme donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que là encore une fois Sanji va faire un truc très cool, faut quand même le dire, faut quand même le reconnaître. On a donc Sanji qui ne va pas bouger, qui a les bras croisés. Alors je sais pas s'il a voulu imiter Zoro à l'arc Thriller Bark, quand du coup on a Kuma qui va lui mettre toute la souffrance dessus et qu'on le voit en mode il ne s'est rien passé, scène hyper badass, l'une des meilleures scènes du manga. Bah, je sais pas s'il a voulu faire un truc pareil ou si c'est un parallèle ou un truc comme ça, bref il est comme ça les bras croisés. Tu as le Séraphin Jinbei qui va directement l'attaquer et très grosse résistance de Sanji, ce qui va surprendre d'ailleurs le Séraphin Jinbei. Sanji ne va pas broncher, ne va pas bouger, ça ne va rien lui faire. Bon il va dire c'est le pouvoir de l'amour, hein, pas du tout, c'est juste parce qu'il est un peu trafiqué Sanji, mais très intéressant, scène très cool finalement, et j'espère pourquoi pas que Sanji pourra déjà voir son niveau de résistance, mais j'espère qu'il pourra avoir pourquoi pas un beau combat. J'avoue moi Sanji c'est un perso que j'aime beaucoup, mais je suis assez déçu dernièrement honnêtement, même dans l'arc Wano Onigashima j'ai pas trouvé vraiment de combat qui m'a hypé pour Sanji, même pas le combat contre Queen et tout, j'ai pas trouvé ça fou non plus, à part quelques petits trucs bien sûr qui étaient cool, donc voilà, j'espère que Sanji un jour va pouvoir me redonner la hype. Bon en tout cas pour repartir du côté de Luffy et de Zoro au niveau des Séraphins, donc le SB
sbire, le Séraphin Kuma, et le S-Hawk, le Séraphin Mihawk. Bon, ils n'arrivent pas à éteindre les flammes sur leur dos déjà, donc gros problème parce que sans éteindre les flammes, ils sont quasiment invincibles en termes de résistance. Donc encore une fois, on a S-Hawk qui a disparu, donc du coup Zoro va partir à sa poursuite, parce qu'en fait l'objectif de S-Hawk ça va être d'attaquer les plus faibles pour justement déstabiliser les plus forts. Plutôt que s'embêter et faire, puisque là il se passe rien, finalement ils avancent pas ni l'un ni l'autre, hein, ni les Séraphins, ni Luffy, Lucci, etc. Ils avancent pas, donc du coup il va plutôt s'occuper des plus faibles pour déstabiliser les plus forts et les battre après. Donc du coup Zoro va partir à sa poursuite, et j'avoue il y a un truc que j'ai trouvé assez drôle, c'est Luffy qui dit Usopp va aider Zoro en mode ouais il parle de Kaku tu vois, mais il appelle Kaku Usopp. J'avoue j'ai trouvé ça assez drôle, bah forcément le long nez tu connais hein. Et même Zoro je rappelle à l'arc Water 7, donc quand Zoro était à moitié endormi qu'il a vu du coup Kaku passer, il croyait que c'était juste Usopp avec son long nez. Non j'avoue la blague était bien placée, c'était assez drôle et tout, donc il n'y a pas de souci. En plus quand il part Kaku en mode mais c'est qui t'appelle Usopp. Bon en tout cas j'avoue c'était cool, voilà c'était cool, mais là il y a un gros problème parce que Luffy va juste attaquer le Séraphin, ce qui encore une fois ne va pas causer de dégâts et ça sert à rien d'attaquer inutilement, c'est ce que lui précise Lucci. Maintenant laissons place à la voix du narrateur. Le narrateur quand en général il prend la parole pour annoncer de gros événements, il se passe toujours des trucs de fou. D'ailleurs ça s'était passé pour l'arc Marineford quand Barbe Noire a capturé Ace, on avait eu un truc comme ça. Là c'est un peu le même délire. En gros ce qu'on sait c'est que du coup là c'est la veille du fameux, de l'événement qu'on va appeler l'incident d'Egghead. Donc oui, il va se passer quelque chose. Cette histoire du coup a commencé quand même il y a 3 mois, puisque voilà, au final ça a commencé par un appel du traître envers du coup, enfin vers le gouvernement, vers Marie-Joise. Mais surtout d'ailleurs on voit en fond, pendant que justement il y a toute cette narration, on voit justement Bonnet avec, en train de pleurer en fait devant les souvenirs de Kuma. Donc il y a fort à parier qu'elle a enfin appris la vérité sur Kuma et que la vérité doit être super triste. Bon pour nous, faudra attendre un petit peu. Mais en tout cas, tout a commencé il y a 3 mois avec un appel de quelqu'un qui était à Egghead, qui a appelé Marie-Joise et qui a dit au gouvernement que Vegapunk en fait faisait des recherches sur le siècle oublié, chose interdite bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont rayé Ohara de la carte. Et à partir de là, tout a basculé parce que du coup, ils ont envoyé le CP9, voilà, qui du coup n'a pas trouvé en tout cas de preuves, et surtout quand ils ont voulu partir, en fait le bateau a disparu et même eux ils ont disparu. Bon maintenant on sait que le Cypherpole, tous les Cypherpoles qui sont venus ont été emprisonnés par du coup le traître, mais surtout en plus de ça il y a eu je crois que c'était le CP8 et le CP7 qui sont aussi venus, encore une fois ils ont aussi disparu. Donc à chaque fois qu'en fait le gouvernement a envoyé directement des bateaux du Cypherpole sur Egghead, en fait ils ont disparu et ils sont jamais revenus. Et ensuite donc un peu quelques temps après, on a carrément du coup encore le traître qui a appelé cette fois carrément directement le Gorosei. Oui, il a demandé à parler avec le Gorosei, les 5 doyens, et en gros suite à cette conversation, les 5 doyens ils ont conclu que oui, Vegapunk était le traître. Alors oui et non. Alors c'est le traître parce qu'effectivement tu peux, je pense du côté du Gorosei, t'es considéré comme un traître à partir du moment où tu fais des recherches sur le siècle oublié, donc oui voilà c'est un traître, mais c'est pas lui par contre qui a vraiment fait disparaître les Cypherpoles. Du moins c'était pas le Stella, mais c'est bien l'un des autres Vegapunk. Donc du coup à partir de là forcément ils ont pris carrément des précautions parce que là encore une fois je l'ai dit, c'est pas Ohara, là Vegapunk a des moyens de réagir et a des moyens de contre-attaquer. Donc du coup là faut être carrément prudent. Donc ils ont envoyé déjà le CP0 pour tuer Vegapunk, et comme ils s'attendaient à des représailles de Vegapunk, ils ont carrément envoyé du coup Kizaru avec l'un des 5 doyens, donc en l'occurrence Saturne. Donc je pense que s'ils l'ont envoyé et qu'ils sont prêts à riposter, c'est pas pour faire joli. Là je pense pas honnêtement que Saturne soit là pour discuter en mode coucou Vegapunk. Voilà, s'ils l'envoient, il y a moyen que ce soit pour combattre. Voilà, parce que du coup, là, ils envoient des forces pour justement se préparer à la contre-attaque de Vegapunk, et donc du coup il faut quand même des gens puissants. Donc il y a moyen que Saturne nous fasse un combat dans l'arc et tout, et j'espère pourquoi pas un combattant de la part de Saturne et tout. Franchement ça serait cool à voir en tout cas. Mais ce qui est sûr c'est que là on est sur pas une bataille, on est carrément sur une guerre qui se profile. Oui on parle d'une guerre, il y a même le vice-amiral Dole etc. Là on parle d'une guerre, c'est plus une simple petite bataille. Là on parle de justement éliminer Vegapunk qui est au courant de plein de choses sur le siècle oublié, donc du coup déjà faut l'éliminer. En plus de ça ils ont appris que Luffy était ici, donc oui un empereur est ici, toujours cool quand il parle de Luffy en tant qu'empereur d'ailleurs. Mais donc du coup forcément on te dit il y a Vegapunk, en plus il y a un empereur. Bon oui là le gouvernement, la marine se sont inquiétés, et en gros ce que le narrateur nous dit c'est que l'issue de l'incident donc du lendemain, donc en gros là entre ce moment là et le gros événement il se passera un jour,
ça causera au monde entier un choc inouï. Le monde va être secoué. Je pense aussi bien nous en tant que lecteurs pour la fin de cet arc là, qui je pense va quand même pas tarder de temps que ça, en tout cas il y aura des grosses dingueries très bientôt, mais autant pour le monde de One Piece où dans les journaux je pense qu'on va apprendre des trucs de fou. Et ça c'est sans compter a priori, parce que c'est lié uniquement à Egghead, donc c'est sans compter ce qui se passe du côté de Barbe Noire, Law, Garp, et du côté de Shanks et de Kid. Donc oui, le monde va être secoué par l'accident d'Egghead, mais je pense pour le reste aussi plus tard. Bon, en tout cas, on va passer maintenant à la révélation sur le traître. Alors, la révélation sur le traître, il y a des choses à dire. Premièrement, il y a la déception, parce qu'en soi, bah, c'est l'un des Vegapunk, c'est en soi ce que tout le monde théorisait, hein, le plus logique. Après, c'était cohérent par rapport au fait que c'était quelqu'un qui était là depuis plusieurs mois. Donc quelqu'un qui est là depuis plusieurs mois, je veux dire, à part Vegapunk, ou ça peut être des mecs random, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt non plus. Donc je peux comprendre, en soi, c'était forcément des Vegapunk, en soi c'est ce que tout le monde avait théorisé. Bon, il y avait eu du Shaka, il y avait eu du Edison, il y avait eu un peu tout le monde. En fait, tout le monde a théorisé un petit peu sur tous les Vegapunk. Et donc du coup, le traître n'est autre que le Vegapunk York. Pas du tout une grosse révélation de fou non plus. Voilà, donc on la voit, elle arrive, petit visage souriant et tout, mais un petit peu diabolique quand même. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette révélation, ce n'est pas Alors, le teasing était cool, parce que c'est vrai que ça a duré pas mal de chapitres. On a vu les ombres plusieurs fois, il y a eu la mort de Shaka, etc. Donc le teasing était cool. Maintenant, l'identité en elle-même était pas faux folle, voilà, on va pas se mentir. On s'attendait à un truc de fou, bah pas du tout en fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'objectif et les ambitions de ce traître de York. Son objectif, c'est tout simplement de devenir un dragon céleste. Déjà, c'est le truc de fou, je sais pas d'où ça sort comme ça. Devenir un dragon céleste, alors que pourtant elle a vu comment ils étaient, que c'était des êtres ignobles et tout. Mais elle veut devenir dragon céleste. Et la deuxième chose, c'est qu'elle veut devenir le seul et l'unique Vegapunk. Donc elle va devoir se débarrasser de tous les autres. Alors là, si on prend par rapport au Vegapunk qui reste, donc le vrai est enfermé. Alors peut-être qu'elle veut pas tuer le... Alors là, ça reste une théorie, mais peut-être qu'elle veut pas tuer le vrai, qu'elle a enfermé le Stella tout simplement parce qu'elle a besoin qu'il soit en vie pour vivre elle-même, tout simplement parce qu'ils peuvent peut-être pas tuer le Stella, sinon ils meurent tous. Donc dans ces cas-là, ça expliquerait pourquoi elle l'a enfermé et pourquoi par contre elle a tué Shaka et pourquoi elle a, a priori, Snake a l'air d'avoir tué Pythagoras, donc du coup voilà. Ça peut expliquer tout ça. Voilà, effectivement, elle peut tuer tous les autres Vegapunk, mais elle devra garder le Stella en vie pour vivre elle-même. Donc ça serait ma théorie vis-à-vis du fait qu'elle le tue pas et qu'elle le garde en vie. Et donc voilà, le chapitre finit là-dessus. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. C'était quand même un gros chapitre. On va pas se mentir, c'était un gros chapitre. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece. Je compte sur vous. Cette chaîne est faite pour vous. Dites-moi en commentaire votre avis sur le chapitre. Mettez une petite note sur 10. Voilà, je compte sur vous aussi. Et faites vos théories par rapport à la suite et par rapport à ce fameux incident. Peut-être est-ce qu'on aura du combat contre Kizaru, du combat contre Saturne, un Buster Call, la flotte de Luffy, ça serait fou, mais je pense pas parce que ouais, ça serait trop incroyable. Mais j'espère qu'ils arriveront avant la fin du manga quand même. Mais en tout cas, je pense que vraiment là on nous tease quelque chose. Je pense que c'est pas pour rien. À mon avis, on est vraiment pas prêt pour la fin de l'arc et pour ce qui va arriver, je pense. Donc préparez-vous. Le prochain chapitre sera le dernier avant la pause, donc il y a moyen que ça finisse sur un truc de malade, moi je vous le dis. À chaque fois de toute façon il finit, Oda il fait ça, il fait sur le troisième chapitre, en gros il y a 3 chapitres, pause 3 chapitres. Sur le troisième chapitre juste avant la pause, normalement il y a toujours des trucs de fou. Bon en tout cas moi je vous dis à la prochaine, allez ciao tout le monde.